Voilà, bonjour à tous. Je vous laisse le temps de vous connecter. Vous êtes avec nous, je vous vois arriver. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de la profession de diagnostiqueur. On est trois aujourd'hui et on va tenter de présenter cette profession le plus clairement possible, de vous donner les clés d'accès à cette profession de diagnostiqueur immobilier. Une profession qui, bien sûr, maintenant est bien connue du grand public, des professionnels de l'immobilier, bien sûr, mais surtout maintenant du grand public. Donc, si vous êtes avec nous, c'est que vous vous intéressez à cette profession, c'est que vous voulez peut-être devenir diagnostiqueur, ce qui est un projet qui est tout à fait intéressant. On va vous expliquer pourquoi. C'est une profession qui reste très attractive, un marché qui se porte bien, des diagnostics immobiliers. On va y revenir. Et on va vous donner donc les clés d'accès à cette profession. Il faut se former, il faut se certifier, on va vous dire tout ça. Que vous souhaitiez vous installer à votre compte ou que vous souhaitiez trouver un emploi auprès des entreprises qui exercent dans ce métier partout en France. Il y en a 6000 à peu près en France qui réalisent des diagnostics immobiliers. On va vous dire ça aussi. Vous êtes avec nous, je vous laisse vous connecter tranquillement. Sachez que cette vidéo, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez de toute façon le replay sur YouTube et sur la chaîne YouTube de Diagactu et sur Diagactu, et puis également sur sans doute le site Irilus Formation. On va en reparler après. Je présente mes deux compères de ce matin. Fanny Moratal. Bonjour Fanny. Et bonjour à tous. Fanny Moratal, dirigeante fondatrice de Diafim RH, qui est une entité je vais y arriver, Un cabinet de un recrutement, cabinet de je vais vous recrutement, aider. voilà, qui est spécialisé dans le diagnostic immobilier. Donc, vous êtes la mieux placée pour nous parler du marché de l'emploi, du diagnostic immobilier. On va revenir avec vous sur les salaires, sur la façon de trouver un emploi euh, et d'être recruté par les entreprises de diagnostic immobilier. On va le voir ensemble. Il y a très peu de chômage dans ce métier de diagnostiqueur. Et puis, nous sommes également avec Jean-Marc Vernet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tout le monde. Jean-Marc Vernet, dirigeant fondateur également de d'Irilus Formation, l'un des principaux organismes de formation de diagnostiqueurs sur la formation initiale et sur la formation continue. Là aussi, organisme de formation plutôt historique maintenant, bien connu de l'ensemble de la filière du diagnostic immobilier. Vous allez aussi, Jean-Marc, nous donner quelques conseils pour bien se former dans ce métier-là, pour se certifier également, pour devenir diagnostiqueur. Et puis, Jean-Marc, vous connaissez bien cette profession parce que vous avez été vous-même diagnostiqueur, donc vous connaissez bien les choses du terrain, la pratique quotidienne de ce métier. Donc, c'est intéressant aussi qu'on puisse vous entendre et que vous puissiez nous apporter vos conseils sur la façon de devenir diagnostiqueur. Frédéric, qui est avec nous, nous dit bonjour et nous remercie. Eh ben, on lui dit bonjour et on le remercie également d'être avec nous, Frédéric. Donc, n'hésitez pas, comme Frédéric, vous avez un chat qui se trouve, alors ça s'appelle, c'est l'onglet discussion, hein. N'hésitez pas à utiliser ce chat si vous voulez poser vos questions. On répondra également à toutes vos questions. Fanny nous dit bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions sur tout ce qu'on va se dire ce matin sur le métier de diagnostiqueur. On est ensemble pour 1 heure à peu près. On va essayer de ne pas trop déborder. Généralement, on déborde toujours un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer quand même de rester le plus concis et le plus efficace possible dans nos conseils. Allez, c'est parti. On va démarrer. Alors, j'ai plusieurs fenêtres voilà, d'ouvertes, mais je pense que vous avez à l'écran la première de nos slides, quelques éléments déjà. Donc n'hésitez pas, Jean-Marc et Fanny, à commenter et à intervenir aussi sur tout ce que je dis là. Alors c'est une profession qui est très encadrée, ça on le sait. Il faut être formé, c'est une obligation. Il faut être certifié, c'est une obligation. Et on va y revenir aussi pour être diagnostiqueur immobilier. Tout ça est un cadre qui est issu d'une ordonnance très importante de 2005
qui vraiment encadre ce métier de diagnostiqueur, qui nous oblige, qui vous oblige, si vous devenez diagnostiqueur, à avoir plusieurs cas, plusieurs garanties, notamment une garantie de compétences en étant certifié. Donc, il s'agit d'une certification de compétences de personnes. Donc, c'est vous qui êtes certifié en tant que diagnostiqueur. Ce n'est pas l'entreprise qui vous emploie, même si c'est des choses qui pourraient évoluer dans les mois, les années qui viennent. Vous devez être formé, on l'a dit, c'est une obligation aussi, on va y revenir. Vous devez être indépendant et impartial. Ça, c'est aussi c'est un point extrêmement important de notre profession. Indépendant et impartial, notamment des agents immobiliers qui vendent les biens immobiliers que vous serez amené à diagnostiquer, mais aussi indépendant et impartial vis-à-vis des entreprises qui peuvent faire des travaux à la suite de vos diagnostics immobiliers. C'est une spécificité importante de notre métier et c'est ce qui fait aussi sa valeur par rapport à d'autres métiers. C'est une obligation importante, donc cette indépendance et cette impartialité, c'est aussi pourquoi les pouvoirs publics nous accordent et nous développent beaucoup de nos prestations régulièrement avec l'audit énergétique qui vient d'arriver aussi, puisqu'on nous fait confiance dans cette prestation auprès des différents voilà, dans cette indépendance et cette impartialité auprès du grand public et auprès des professionnels de l'immobilier notamment. Et puis, il faut être assuré également pour être diagnostiqueur. Alors là, ça concerne l'entreprise qui doit être assurée pour les prestations qu'elle réalise, là aussi, auprès de ses clients. Voilà. Quelques chiffres, 6 000 entreprises environ, hein. Il n'y a pas de grandes évolutions depuis quelques années. C'est une profession très attractive, je le disais, donc beaucoup de nouveaux entrants, mais aussi beaucoup de départs aussi, notamment des départs à la retraite, hein, puisque beaucoup de diagnostiqueurs sont arrivés très tôt dans ce métier-là. Ils sont arrivés à un âge où ils départent à la retraite, donc il y a un flux important de départs et d'arrivées. Près de 12 000 diagnostiqueurs donc, qui disposent d'au moins d'une certification. On va y revenir, plusieurs domaines de certification. 12 000 diagnostiqueurs, donc certains qui sont à leur compte et puis les autres qui sont salariés d'une entreprise de diagnostic immobilier. Et puis, quand on parle de chiffres, on parle aussi de croissance du marché. Xerfi, qui est un institut d'études qui réalise des études régulièrement tous les 2 ans sur ce métier, notamment prévoyait en 2023 5% de croissance sur ce marché du diagnostic immobilier. Ils sont tombés plutôt juste, même si le marché de l'immobilier se faiblit beaucoup, on le sait, hein, les transactions immobilières sont moins nombreuses depuis plusieurs mois. On parle de crise immobilière, elle est là, elle est bien là, mais le marché du diagnostic immobilier quand même arrive quand même à sauver un peu les meubles, on va dire. Moins de diagnostic immobilier sur les ventes et les locations, notamment sur les ventes, un peu plus peut-être sur les locations, et puis Ouais. d'autres prestations qui permettent aussi de soutenir cette croissance. On va y revenir, mais le marché des repérages de l'amiante, du plomb, qui soutiennent un peu le marché du diagnostic immobilier. Un commentaire, si vous voulez aussi, éventuellement, Jean-Marc ou Fanny, sur ce marché? Oui, Oui, le marché de l'immobilier est sans doute en baisse, on le voit dans tous les médias depuis un certain nombre de mois, mais le diagnostic immobilier n'est pas vraiment impacté par cette baisse de la transaction, puisque, comme vous le disiez très bien, Alain, il y a quand même tout ce qui est lié au marché de la location, il y a tout ce qui est lié au marché de l'amiante, tout ce qui est lié à des contrôles par rapport à la pollution, et puis à l'évolution du métier. On a l'audit énergétique, on en reparlera, on a pas mal d'évolutions qui fait que ben voilà, les cabinets de diag sont toujours dans des phases de recrutement. Fanny le sait beaucoup mieux que nous. Et au niveau des installations, nous, les gens que nous formons et qui s'installent derrière en tant qu'indépendants, n'ont vraiment pas beaucoup de peine à faire très rapidement un réseau autour d'eux parce qu'il y a vraiment de la demande. Très bien, il y a du voilà. marché. Ouais. Et puis Frédéric, et je dis bonjour à Jérémy qui nous disait bonjour, du Loiret, qui est dans le Loiret, du nord du Loiret, pas très loin de Diagactu, puisque nous sommes à Fontainebleau, donc voilà. Et puis Frédéric qui a visionné notre vidéo de 2023 sur YouTube, effectivement, c'était en juillet, déjà avec Fanny, et qui était impatient de voir celle de 2024. Il n'y a pas de gros changements, hein, Frédéric.
sur les 2 vidéos qu'on va vous proposer, mais quelques mises à jour tout de même, puisqu'il y a plusieurs évolutions, notamment prévues pour le 1er juillet 2024. On va y revenir. Les différents types de diagnostic immobilier. Alors, si vous vous intéressez à ce métier, vous connaissez un petit peu les différents diagnostics immobiliers qui sont quand même maintenant bien connus d'un peu tout le monde. Les diagnostics les plus classiques, c'est ceux qui sont réalisés lors des ventes et des locations des biens immobiliers, amiante, DPE, thermite, électricité, gaz, plomb. La loi Carrez, etc. aussi également, hein, qui est, voilà, et plusieurs autres diagnostics. Donc ça, c'est vraiment les diagnostics, on va dire, du cœur de métier des diagnostiqueurs. Et puis ceux qui, comme je disais, soutiennent un peu l'activité des diagnostiqueurs, surtout en ce moment, les repérages de l'amiante avant travaux, avant démolition. Dans les immeubles, voilà, il y a des diagnostics à tout niveau et à tout moment de la vie d'un bâtiment, de sa création jusqu'à sa démolition. On ne rentre pas dans le détail là aujourd'hui. Les diagnostics à l'immeuble aussi, hein, ceux qui sont réalisés sur la copropriété, les DTA sur l'amiante, les DAPP, les DTG. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un certain nombre de diagnostics sur lesquels vous pouvez soit vous spécialiser, soit vous diversifier. Là aussi, c'est un choix qui est fait de stratégie au moment de la création de l'entreprise. On va y revenir un petit peu après. Diversification et spécialisation, je le disais, voilà, notamment dans la thermique, hein, puisqu'on a maintenant un gros bloc de thermique avec le DPE et l'audit énergétique, qui est un gros sujet actuellement depuis plusieurs mois maintenant pour les diagnostiqueurs. Les clients, là aussi, dans les grandes lignes, on reste toujours en survol. Les agences immobilières et les notaires, bien sûr, puisque c'est vos principaux prescripteurs, hein, c'est ceux qui vous apportent vos missions lors des ventes et des locations, hein, qui évidemment. Donc là aussi, il faut être, je disais, c'est important, tout à fait indépendant et impartiaux vis-à-vis d'eux. Mais évidemment, il y a des liens qui se font régulièrement au quotidien dans les différents marchés locaux entre diagnostiqueurs et agences immobilières notaires, puisqu'on travaille évidemment en confiance quand les choses se passent bien entre ces différents métiers. Les particuliers, puisque maintenant les particuliers vendent, enfin depuis toujours, hein, mais ils vendent évidemment en direct leurs biens immobiliers en mettant des annonces. Donc là aussi, ils sont amenés à contacter directement les diagnostiqueurs. Donc là aussi, c'est important que vous soyez bien visible si vous êtes à votre compte sur Internet et un peu partout, hein, pour que les particuliers, le grand public vous trouvent rapidement. Et puis la clientèle des professionnels sur différents sujets, notamment sur les repérages de l'amiante, du plomb, etc. On le disait, auprès des syndics, les administrateurs de biens, les bailleurs sociaux, les institutionnels, tout ça, ce sont des secteurs avec lesquels vous pouvez être amené à travailler, toujours là aussi dans un cadre de confiance, de prestations au quotidien. Alors, l'accès à la profession, je disais, pour devenir diagnostiqueur, il faut être formé, c'est une obligation. En tout cas, si on veut réaliser les différents diagnostics les plus importants, notamment ceux qui sont réalisés lors de la vente et la location des biens immobiliers, c'est une obligation d'être formé, c'est une obligation d'être certifié. On va voir ça ensemble notamment avec Jean-Marc. Mais je voulais vous demander à tous les deux quels sont, selon vous, les atouts, les qualités nécessaires pour devenir diagnostiqueur. Qui veut bien me répondre entre vous deux? Moi, je vais commencer, Annie. je vais y aller. Alors, les atouts, sans parler de compétences, puisque forcément, pour devenir diagnostiqueur, on pense souvent aux compétences en premier, notamment des compétences, des connaissances en bâtiment. C'est vrai que certains pensent que c'est primordial pour devenir diagnostiqueur. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est vrai que quelqu'un qui vient du bâtiment aura peut-être des facilités à comprendre et à appréhender le métier, mais ça ne fait pas forcément de lui le meilleur profil qui puisse, avant de rentrer dans le métier. Pour moi, le plus important, ce sera forcément quelqu'un qui aura un excellent relationnel et une excellente compréhension de la technique. Le relationnel, pourquoi? Parce que pour moi, un diagnostiqueur immobilier, on va faire une petite métaphore, une petite comparaison. C'est un médecin. C'est comme un médecin. En gros, quand vous allez à l'hôpital, vous avez une maladie, un petit rhume, le médecin va vous dire vous avez un rhume ou un virus de l'hiver. Il ne va pas utiliser ses propres termes pour vous expliquer la maladie, sinon vous allez sortir de l'hôpital en vous disant je vais mourir demain, quoi.
Ben, le diagnostiqueur, c'est un peu la même chose. Il va venir chez vous, il va voir plein d'anomalies, il va voir plein de choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir dans le bâtiment, mais s'il parle avec ses propres termes, ben, autant vous dire que demain, le propriétaire du bâtiment va se dire, ça sert à rien que je vende parce que ma bâtisse ne vaut rien. Ben non, le diagnostiqueur, il va vulgariser son métier, il va vous parler et vous rassurer sur tout ce qu'il a trouvé pour mettre justement en valeur le bâtiment et sublimer un peu son métier. Voilà, donc le relationnel, c'est quand même quelque chose de très important en plus de la technique et de cette compréhension-là. Oui, le relationnel, qu'on Voilà. soit salarié ou qu'on soit de toute façon à son compte, Ah c'est oui, essentiel, hein, complètement. ça, on est Parce d'accord. qu'un salarié est quand même le commercial d'une entreprise puisque c'est lui qui représente l'entreprise et qui donne l'image de l'entreprise lors des missions. Jean-Marc, Donc, sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Fanny a totalement raison. C'est-à-dire qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié, de toute façon, quand on se déplace chez le client, on est l'image de l'entreprise. Donc, quelle que soit la casquette que l'on ait, on doit bien entendu savoir vulgariser les termes qui sont des termes techniques pour que non seulement la personne qui est en train de vendre continue dans sa démarche de transaction, que ça n'affole pas non plus l'agent immobilier, que ça n'affole surtout pas l'acquéreur non plus. Quand je dis ne pas affoler, ça ne veut pas dire de pas dire ce qui est vraiment présent, hein, mais il faut savoir le vulgariser, savoir l'expliquer avec des termes qui sont compréhensibles par tous. D'ailleurs, dans la réglementation, on y reviendra peut-être, dans cette réglementation, il est toujours précisé que le diagnostic qui est émis par le diagnostiqueur, il doit être lisible et compréhensible par un non professionnel. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, les qualités, moi je pense que le diagnostiqueur, je suis tout à fait d'accord avec Fanny, il n'y a pas besoin, on a formé des centaines, voire plus, milliers de personnes chez Erilus, et la majorité n'étaient pas des gens issus du bâtiment, hein, de toute façon. C'était des gens qui étaient en reconversion professionnelle, donc ce n'est pas du tout une obligation, ce n'est pas impératif. Ce qu'il faut, c'est avoir une certaine rigueur. C'est un métier avec lequel on travaille avec des normes, avec une méthodologie. Donc, il y a une rigueur à respecter. Si on doit vérifier le point ABC, on vérifie le point ABC. Voilà, point final. C'est quelque chose pour une rigueur. Et je pense qu'une des qualités qui est importante aussi, c'est d'avoir quand même un sens de l'observation. Pas forcément, mais les diagnostiqueurs, on intervient sur la partie visuelle, visible et accessible au genre du contrôle, dans la majorité des diags, partie visible et accessible au genre de contrôle. Donc, ce sens de l'observation, la curiosité, la rigueur, et après, bien entendu, la probité, le fait de vulgariser. Voilà, c'est des qualités. C'est quelqu'un qui a toutes ces qualités-là, à mon sens, a plus de chances de réussir dans le métier du diag que quelqu'un qui n'aurait pas du tout ces qualités-là, mais qui aurait 20 ans d'expérience dans le métier du bâtiment. Voilà, oui, pour faire un peu le parallèle. non, complètement. Ah oui, la rigueur, complètement. Et la curiosité, c'est vrai que c'est très, très Oui, important parce que même quelqu'un qui vient pas du tout du bâtiment, pendant la première année, après avoir fait la formation et les certifications, devra vraiment faire preuve de curiosité pour lui-même s'auto-former au terrain et aux termes de bâtiment qu'il n'aura pas vu lors de la formation. Ouais. tout à fait. Et puis pas rester dans un système où, comment dire, je sais que dans telle pièce, il n'y a jamais de problème, donc au bout du Mm. 25e diagnostic, je ne vais plus dans cette pièce. Voilà, ça, c'est vraiment un manque de rigueur. On Ah mais doit quand oui. même tout le temps respecter une certaine rigueur et être curieux, ouvrir les placards. On ne va pas rentrer dans les détails du diag, mais disons il y a des choses à aller voir. Il faut ouvrir les placards sous les éviers, il faut aller dans les caves, il faut aller dans les greniers, il faut aller dans les garages. Donc il y a une certaine curiosité, il faut vraiment avoir ce sens d'observation et cette curiosité. Ça, c'est relativement abordé par tous les centres de formation, normalement. Hein, quand on forme les gens Oui. à ce métier, on leur explique que c'est quand même ce potentiel-là. Pour nous, centre de formation, qui est, même si, comme le disait Alain, ça peut sembler peut-être paradoxal, mais qui est plus important pour nous que quelqu'un, je le répète, qui a 20 ans d'expérience dans, dans un métier quelconque du bâtiment, mais qui n'a pas beaucoup de rigueur, qui n'a pas. Voilà, Hmm. Mm. plus de certitude. Par moment, c'est un petit peu le problème dans certaines personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le bâtiment. Donc voilà, c'est Euh, si moi rigueur et sans juste observation. Hmm. Et si moi, si juste je peux rebondir du coup sur Annie? le contraire de la question, du coup, pourquoi ne pas aller dans le métier aussi? Parce que c'est bien d'en parler également. Il faut quand même avoir conscience que c'est un métier de responsabilité. Donc, quand on va dans ce métier-là, il faut quand même ne pas forcément avoir peur de ça. Parce que j'en vois souvent des personnes qui rentrent dans le métier et qui, une fois sont sur le terrain,
se rendent compte de la responsabilité qu'a un diagnostiqueur lors de ses missions et qui arrêtent le métier par peur d'être attaqué, par peur d'être un peu le fusible dans l'histoire. Et ça, c'est important de se rendre compte que c'est vraiment un métier vraiment de responsabilité. Et en plus, c'est quand même un métier où, en effet, on monte dans les combles, on peut descendre dans les vides sanitaires. Donc, quelqu'un qui potentiellement est claustrophobe ou a un gros vertige, il faut peut-être éviter d'aller vers ce type de métier-là. Merci, oui, effectivement, c'est une précision pas inutile, Fanny. Donc, rigueur, hein, rigueur, curiosité. Cet aspect commercial que vous évoquiez, Fanny, c'est important aussi. Et puis, alors, des connaissances en technique de bâtiment, on le dit, mais bon, qui ne sont pas effectivement indispensables puisqu'elles sont acquises normalement dans le cadre de la formation, hein, les organismes de formation, dont Irilus Formation, bien sûr, là aussi, forment à l'ensemble des diagnostics immobiliers, à cette capacité donc à réaliser ces différents diagnostics immobiliers. Les prérequis sont fixés par la réglementation à Bac+2, notamment justement dans ce domaine des techniques de bâtiment. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas ce diplôme Bac+2? Jean-Marc, vous pouvez peut-être nous répondre sur ça, parce qu'il y a certains qui nous regardent, qui se disent, j'ai pas de diplôme, comment je fais? Est-ce que je ne peux pas devenir diagnostiqueur? Pourtant, si, hein, Alors, il y a différentes si, bien possibilités. entendu, bien entendu. Pour accéder à ce métier, le législateur a fixé un certain nombre de prérequis. Ces prérequis, donc bien sûr qu'on a le Bac+2 en technique du bâtiment, Mm. mais en prérequis, on peut aussi justifier de 3 ans d'expérience dans un métier du bâtiment par un contrat de travail. On a travaillé depuis 3 ans dans un métier du bâtiment. Donc ça, c'est les deux prérequis qu'on peut avoir en entrant en formation. Mm. On peut avoir ou ne pas avoir. Si on n'a pas 3 ans d'expérience dans le métier du bâtiment ou qu'on n'a pas un Bac+2 dans les techniques du bâtiment, tous les centres de formation, hein, ça ne pose aucun problème, délivrent ce qu'on appelle un titre RNCP. Un titre RNCP, c'est comment dire, c'est délivré par France Compétences. Les centres de formation ont cette accréditation pour délivrer ce titre-là par l'intermédiaire de France Compétences, ce qui fait qu'à l'issue de la formation, la personne qui suit une formation dans ce type de centre, comme Irilus, mais tous les centres font ça, auront in fine un titre 5 France Compétences, qui est l'équivalent d'un Bac+2 domaine du bâtiment, diagnostiqueur immobilier. Donc la formation aussi va amener la personne qui n'a pas le prérequis par son expérience terrain ou par un diplôme universitaire, va l'amener quand même avec ce prérequis de certification sans aucun problème. Si ce n'est que c'est ce qu'on appelle la différence dans les centres de formation pour ceux qui nous écoutent et qui vont après faire un petit peu le tour pour voir comment ils vont pouvoir se former. C'est ce qui est appelé d'une manière générale le cycle court ou le cycle long. C'est la différence au niveau des formations. Cycle court, pour faire simple, c'est quelqu'un qui peut justifier du prérequis. Et cycle long, c'est quelqu'un qui ne peut pas justifier du prérequis. Donc, le centre de formation va lui amener toutes ses connaissances, toutes ses compétences. Et ce titre 5, le Bac+2, délivré par le centre de formation avec, bien sûr, l'accréditation de France Compétences, reste un diplôme à part entière. Hein. C'est-à-dire qu'après, même au-delà du diag immobilier, c'est quelque chose qui reste un diplôme en part entière. Donc, les formations longues permettent justement à des personnes qui sont issues de métiers totalement différents dans le cadre de reconversion professionnelle de pouvoir accéder au métier sans aucun problème de cet ordre-là. Ouais. En combien de temps, Jean-Marc, on peut être formé et devenir diagnostiqueur, notamment chez Irilus? Alors après, si vous voulez, les formations longues dans des centres de formation qui font ce qu'on va appeler, on en parlera sûrement plus loin, que de la formation présentielle, où l'apprenant se déplace dans un centre de formation. Là, grosso modo, c'est 3 mois. Mm. C'est 3 mois entre le moment où il rentre en formation, le moment où il est certifié, il a passé son titre. On est sur une formation longue qui est à peu près d'un trimestre. Nous, chez Irilus, c'est un peu différent, puisque nous, on fait de la formation d'une partie qui est distancielle, donc ça peut s'échelonner un petit peu plus longtemps dans le temps. On n'est pas sur des sessions avec 15 personnes. On a un système un petit peu différent. Mm. Mais à minima, de toute façon, c'est à minima un trimestre sur une formation longue avec un titre RNCP, que ce soit chez nous ou ailleurs. À minima, c'est ça. Voilà. Alors, Irilus est certifié, hein, pour former les diagnostiqueurs. Rappelons-le, puisque évidemment, il y a une trentaine d'organismes de formation qui forment
les diagnostiqueurs, soit en formation initiale, donc pour devenir diagnostiqueur, soit pour les formations continues qui sont obligatoires, on va y revenir. Donc, il faut être certifié, il faut bien vérifier que l'organisme de formation auquel on veut passer est bien certifié donc au FDI pour donc pouvoir former les diagnostiqueurs. On est bien d'accord, hein. Oui, oui, sans problème. En Voilà, règle générale, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de centres de formation qui se lancent dans la formation du diagnostiqueur immobilier s'ils n'ont pas cette certification, parce qu'ils formeraient des gens qui ne pourraient rien faire avec la formation. Donc exactement. oui, oui, il faut le vérifier, bien entendu, il faut le Oui, oui, vérifier. Mais bon, on ne je sait pense jamais, que effectivement. oui, Voilà, vous avez parlé rapidement, Jean-Marc, très bien des formations longues. Qui préparent, alors oui, c'est vrai que c'est un sujet aussi, mais les formations longues qui préparent à devenir diagnostiqueurs, qui apprennent un métier, à réaliser ces diagnostics immobiliers, mais qui préparent aussi, évidemment, à passer des examens de certification, hein. Voilà, c'est aussi le but, l'objectif de ces formations. On va y revenir sur ces examens de certification à l'issue des formations. N'hésitez pas à poser des questions, j'en vois une peut-être là. Euh, Oui. alors, je ne sais pas si vous la voyez. Ah bah, c'est Hum, Frédéric. Est-ce que c'est une question? J'ai passé les certifs avec et sans mention diag récemment, Ah, avec réussite au QCM examen. J'ai passé la formation audit énergétique et réglementaire. Puis-je prétendre faire des audits énergétiques avec la nouvelle réglementation qui va tomber, car je ne trouve pas les euh, textes. pas de ouais. texte sur ce point. Ben, c'est un petit peu normal, Frédéric, de ne pas trouver le texte, puisque le décret sur l'audit énergétique n'est toujours pas sorti. Voilà, devrait sortir dans les jours qui viennent, mais ce nouveau dispositif, ce nouveau référentiel de compétences, effectivement, qui va changer les règles, hein, Oui, n'est pas ni connu, enfin, bon, on le connaît parce qu'on connaît à peu près les projets de texte, mais n'est pas encore évidemment organisé expressément par un texte réglementaire. Il n'est pas entré en vigueur pour cause, bien sûr. Tout ça est prévu pour le 1er juillet 2024, hein, on va y revenir. tout à Voilà, fait. j'espère qu'on a répondu à votre question. Allez, on continue. On continue. Les formations réglementaires. Alors, euh, effectivement, donc, je disais, il y a des formations qui sont obligatoires, celles qui sont justement soumises à cette obligation de certification. On va y revenir après, cette certification. Donc, vous avez une obligation, de toute façon, de durée de formation minimum pour réaliser les différents diagnostics immobiliers les plus importants, les plus usuels, on va dire, hein, notamment ceux qui sont réalisés lors de la vente et de location des biens. On les connaît, donc je le disais, amiante, plomb, gaz, électricité, thermite et DPE. Donc, six domaines sans mention, deux domaines avec mention. Alors, il y a différents niveaux de certification pour deux domaines, l'amiante et le DPE notamment, et puis je crois le plomb aussi d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et pour ces différents niveaux de certification, la mention de ces certifications permet de, disons, réaliser différents autres diagnostics un peu plus pointus sur ces différents domaines. C'est un peu complexe, mais on va y revenir de toute façon. Donc, c'est pour résumer, 3 jours pour les domaines les plus classiques, de minimum de formation, et puis 5 jours minimum pour ceux qui sont dits avec mention, notamment donc, DPE et amiante principalement. Donc, évidemment, les formations que vous organisez, Jean-Marc, chez Irilus, tiennent compte de ces minimums requis de durée de formation, évidemment, hein. Oui, tous les centres de formation tiennent compte Bien sûr, de ces obligations-là, de toute façon. Ça, c'est un minimum, hein. c'est un C'est-à-dire minimum. que le diagnostiqueur, lorsqu'il va se présenter à sa certification de compétences, il devra justifier auprès de son organisme de certification. Pour être totalement clair, l'organisme de certification est totalement indépendant de l'organisme de formation. Euh, si on veut faire un parallèle, c'est comme si nous étions l'auto-école et après, on va passer l'examen avec un examinateur du code de la route. C'est-à-dire, c'est vraiment deux activités qui sont distinctes. On ne peut pas former les gens et après dire on les a bien formés. Enfin bon, ça semble un petit peu logique, ça. C'est logique. Donc, nous, on est tenu, comme tout le monde, de former les gens avec ce minimum. Certains centres de formation ont des formations un peu plus longues, suivant les domaines, etc., etc. Chacun organise un petit peu son cursus pédagogique en fonction de ce qu'il désire, mais à minima, c'est 3 jours dans sans mention, 5 jours avec la mention.
Pour être très clair et rapide, la mention, il ne faut pas vivre, ou qui est nouveau, futur diagnostiqueur, la mention, ce n'est pas l'idée de la mention au baccalauréat. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai la mention Oui, que je suis meilleur que celui qui n'a pas la oui, mention. On n'est exact. pas dans cette idée-là, parce que pour moi, on entend un petit peu ça. Les gens veulent absolument avoir la mention en se disant comme ça, non, euh, c'est pas ça. D'ailleurs, le terme mention est peut-être inapproprié, mais en tous les cas, c'est celui que tout le monde emploie depuis des années. Euh, c'est en fait le type de mission qu'on va pouvoir réaliser. Pour faire très simple, quand on est sans mention, on fait plutôt du résidentiel. Je vais faire très simple, hein, de l'habitation, plutôt du résidentiel. Et au DPE, quand on a la mention dans le DPE, on peut faire tout ce qui est tertiaire, immeubles de bureau, commerce, industrie, etc., etc. Et pour l'amiante, sans mention, on peut faire tout ce qui est transaction immobilière, location immobilière. Et la mention en amiante, c'est plutôt lié au bâtiment, c'est la démolition et l'avant-travaux. Donc, pour faire simple, si votre cœur de cible, c'est l'agent immobilier, c'est le particulier qui vend, c'est le particulier qui loue, la mention est pratiquement, elle n'est pas nécessaire, n'est pas nécessaire. Puisque finalement, si le cœur de cible, c'est le particulier ou l'agent immobilier ou le notaire, la mention, elle est presque anecdotique. Si le cœur de cible, c'est plutôt de se positionner dans le bâtiment, là, je pense que la mention est importante quand même. Hein. On ouvre le marché. On ouvre le marché. Ouais, Et pour finir justement. avec ça, je pense, Fanny me contredira pas, je pense, c'est que si le diagnostiqueur est dans le cadre d'une recherche d'emploi, pas celui qui va s'installer en tant qu'indépendant. Hein. Ce que je viens de dire J'allais y précédemment, venir. c'est plutôt pour l'indépendant, ce que je viens de dire précédemment. Par contre, pour celui qui va chercher un emploi en tant que salarié, le fait dans son CV d'avoir les mentions et que son employeur puisse le missionner sur des missions tertiaires, etc., forcément que ça sera un plus dans son Un CV, atout, c'est bien sûr. sûr. Fanny, Oui. oui. Alors oui, pour rebondir là-dessus en termes de recherche d'emploi, de toute façon, c'est vrai que c'est la question qui va se poser quand vous allez forcément chercher la bonne formation. Est-ce que je dois faire les mentions ou pas? Ça va dépendre concrètement de votre projet derrière. Si vous vous montez à votre compte, on va en parler de toute façon de la création d'entreprise derrière. Tout ce qui est mission vers lesquelles vous voulez vous ouvrir va répondre à la question est-ce qu'on doit pas prendre les mentions ou pas? Quand vous allez être salarié, certains considèrent, enfin se disent, je vais prendre les mentions, comme ça je serai plus employable. Attention vers quelle typologie d'entreprise vous voulez aller, parce que là c'est pareil, s'ils travaillent majoritairement avec des agents immobiliers et du particulier, les mentions ne seront pas nécessaires et, puisqu'on va encore en parler derrière, si vous ne pratiquez pas de l'exercice dans le cadre de vos certifications avec mention dans la première année, vous perdrez vos mentions. Donc, en fait, vous aurez fait de la formation et de la certification de manière inutilement puisque vous ne l'utiliserez pas. Cependant, si vous avez passé les mentions et que vous avez envie d'aller vers du tertiaire ou vers du bâtiment, ce sera tout à fait plausible et pertinent même de faire de la formation et d'avoir les certifications mentions. Et Voilà. pour rebondir sur ce sujet-là, il faut aussi que vous sachiez en tant que futur diagnostiqueur qu'on peut tout à fait être certifié sans mention dans un premier temps et dans Et le le passer poursuite derrière. de son activité, passer simplement l'option mention 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc on n'est pas obligé de tout faire d'un bloc. Tout ça est relativement souple, mais comme le dit Fanny, il faut vraiment avoir déterminé le projet initial pour voir normalement, en tous les cas, nous, chez Irilus, les assistantes qui prennent les appels téléphoniques au niveau des primo-accédants, ont tout le temps ce type de questionnement pour justement orienter les gens vers quelque chose qui va leur être utile par la suite et pas les orienter sur une formation qu'ils vont perdre par la suite parce qu'ils n'exercent pas. Donc, Exactement. ça c'est très important. Et puis soyons réalistes aussi, de prendre les mentions, de faire, alors c'est bien pour les organismes de formation, forcément de faire les mentions parce que ça rajoute des jours et des choses comme ça, mais aussi si vous demandez du financement derrière, que ce soit du financement avec Pôle Emploi ou du financement via une entreprise, enfin bref, tout type de financement, de passer les mentions augmentera forcément la facture à la fin. Et si Pôle Emploi ou d'autres organismes ne peut pas financer ça, ça peut être aussi une astuce pour pouvoir au moins rentrer dans le métier avec les 6 domaines sans mention, tout en diminuant le devis de formation et de certification. Et derrière, permettre peut-être à votre futur salarié ou enfin votre futur employeur, pardon, ou à votre entreprise de financer le restant des formations et des certifications pour obtenir les mentions, si nécessaire. Fait, de toute façon, dans le cadre de montage de dossiers de financement, c'est comme dans le cadre de cet entretien qu'on a au départ dans tous les centres de formation, on s'assure que la personne
puisse avoir le budget au niveau des différents formats, que ce soit le CPF, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit, peu importe, hein, toutes les Oui, formations, oui, oui. elles sont finançables par tous ces organismes-là. Mais il est vrai que par moment, il faut vraiment regarder le budget que peut avoir la personne pour mettre les formations qui sont en adéquation avec ce budget, sachant que rien n'est Exactement. bloqué in aeternum, puisqu'à un moment donné, ils pourront venir, comme le dit Fanny, ou par leur fonds propre en tant qu'entrepreneur, ou par leur employeur pour monter en compétences. Ça, c'est Tout quelque à fait. chose qui peut vraiment se faire au fil de l'eau. Ça, c'est pas un souci. Exactement. Très bien, merci à tous les deux. C'était effectivement un point important, ce choix. Donc, on parlait des formations qui sont réglementaires, hein, dites obligatoires, enfin qui sont obligatoires. Rejoindront également ces formations obligatoires justement à partir du 1er juillet 2024, logiquement, quand ce fameux décret sera sorti. L'audit énergétique, hein, que je n'ai pas mentionné dans le slide, mais il faudra là aussi, pour ceux qui souhaitent réaliser des audits énergétiques lorsqu'ils seront diagnostiqueurs, que parmi vous, vous qui êtes avec nous, il faudra également là aussi donc réaliser une formation qui deviendra obligatoire. On ne connaît pas encore précisément le nombre de jours. Et puis, quelques changements aussi. On ne va pas évidemment aller trop dans le détail, mais à partir du 1er juillet 2024, il faut s'y attendre. Pour le DPE, sans mention et mention, le nombre de jours minimum de formation initiale va augmenter par rapport à celui qui est actuellement en vigueur. 8 jours minimum, hein, pour le sans mention pour le DPE et 11 jours minimum pour le DPE avec mention. Donc une évolution quand même importante à prévoir à partir du 1er juillet 2024. Ça, c'est un texte qui est paru et donc entrera bien en vigueur donc le 1er juillet 2024. C'est à prendre en compte. Et puis toutes les formations complémentaires, hein, que vous organisez peut-être aussi, Jean-Marc, des ateliers pratiques, terrain, hein, pour justement rendre moins théorique, on va dire, les formations initiales, c'est important. Des sessions de découverte de métier, de l'environnement, hein, de ce métier, comme on fait un petit peu là aujourd'hui. Et puis tout ce qui concerne l'amiante dans le contexte de la sous-section 4, le PCR, etc. Ça, c'est des formations complémentaires qui viennent se rajouter, si l'on souhaite, à ces diagnostics un peu classiques dont on faisait à peu près la liste juste avant, hein. Jean-Marc, un mot aussi sur ces différents autres panels là, de formation complémentaires. Oui, oui, tout à fait. Ben, si vous voulez, nous, de toute façon, on essaye toujours d'organiser les choses pour que le candidat, l'apprenant, ne soit pas déçu par la suite. Donc, on a maillé le territoire, même outre-mer, puisqu'on forme même en outre-mer aujourd'hui. Mais enfin, la totalité du territoire est maillée par des anciens apprenants ou des clients Irilus qui sont en formation continue, des diagnostiqueurs qui ont 10 ans d'expérience, etc., etc. Donc, tous les gens qui viennent chez nous, s'ils le souhaitent avant de suivre la formation, et ça d'une manière totalement comment dire, il n'y a pas d'aspect financier là-dedans. On les met en contact avec un diagnostiqueur qui est proche de leur secteur géographique pour qu'ils aillent faire un peu une immersion terrain, pas pour apprendre le métier, pas pour apprendre, mais c'est avant de souscrire à la formation pour voir si justement ce métier, l'observation, ce qu'on disait, le phobique des vides sanitaires, enfin, je ne sais pas, pour voir si vraiment ce qui va être au quotidien peut lui correspondre. Donc ça, je pense que c'est assez important. Certains financeurs le demandent, ça d'ailleurs, hein. Certains financeurs comme le Pôle emploi et tout demandent qu'il y ait un peu cette chose-là. Et après, on essaye, nous aussi, de faire, parce qu'il ne faut vraiment pas confondre, ça, je m'adresse vraiment aux futurs apprenants, ce qu'il ne faut vraiment pas confondre, c'est le côté présentiel. Alors, je suis un peu en boucle là-dessus, hein, les gens qui me connaissent le savent. Bon, je suis un petit peu en boucle là-dessus. Il ne faut vraiment pas confondre le côté présentiel et le côté terrain, c'est-à-dire de la pratique du métier et le côté d'être assis dans une salle. On dit, ah non, mais là, on a fait une formation présentielle, ça sera mieux qu'une formation peut-être distancielle ou autre. Oui, mais par moment, ça ne change pas grand-chose. Il faut vraiment s'assurer pour le futur apprenant qu'il y a aussi une immersion terrain et qu'à un moment donné, on va vraiment faire le geste technique. Faire le geste technique et avoir quelqu'un qui peut vous mettre dans des conditions sur un site réel, sur une plateforme, peu C'est ça. importe. Hein. Beaucoup de centres de formation ont des plateformes techniques pour justement mettre en situation leurs futurs apprenants. C'est quand même primordial et bien arriver à faire le distinguo quand on a le choix de formation sur c'est important ça, hein, de ne pas rester purement, comme le dit Alain, que dans de la théorie, mais vraiment avoir aussi cet aspect Technique. pratique.
Oui, parce que c'est bien de le dire, la formation, soyons honnêtes, elle n'est là que pour vous permettre d'avoir les certifications et non d'être expérimenté sur le terrain. D'où cette partie pratique du terrain qui est très importante pour pouvoir mettre toutes les compétences apprises lors de la formation en pratique. Oui, nous, on a différents types d'apprenants. On a des apprenants qui viennent avec l'objectif de rejoindre une structure en tant que salarié. Et toute cette partie-là, souvent, est prise en charge par le futur employeur. C'est-à-dire qu'après, ils vont les prendre, ils vont les tutorer, entre guillemets. Oui, Et nous, dans le cadre de ce que l'on peut leur délivrer, euh, ils n'ont pas besoin. C'est pour ça que ce que disait Alain, c'est des modules qui sont optionnels. Parce que certains en auront besoin, certains n'en auront pas besoin. Des gens vont rejoindre des franchises. Enfin bon, après, il y a 1000 façons d'exercer. Donc, suivant. Mais malgré tout, il faut bien s'assurer quand on rentre dans un centre de formation que cette possibilité existe. Parce que, oui, comme le dit Fanny, on va apprendre une méthodologie, on va apprendre une norme, on va apprendre une réglementation pour aller passer un examen. Mais à côté de ça, si on n'a jamais vu un 30 milliampères dans un tableau électrique, ça ne va pas être terrible pour faire un diagnostic électrique quand même, hein, malgré tout. Donc il faut vraiment s'assurer de ça. La majorité des centres de formation le font, hein, je ne prêche pas spécialement pour moi, hein, la majorité des centres de formation le font. Il faut bien s'assurer que dans ce qui est proposé au niveau d'un devis, au niveau des options, c'est compris, c'est pas compris. Il faut vraiment s'assurer de ça parce que c'est primordial par la suite, quoi, de ne pas arriver juste avec de la théorie quand même, mais avoir un peu de pratique. Effectivement, et puis à l'écran, ces différentes modalités d'apprentissage, hein, là aussi, Jean-Marc, peut-être un mot aussi, hein, puisque dans ces formations dont on parlait là, certaines peuvent être réalisées en présentiel, donc dans une salle, hein, classiquement, et puis ou éventuellement en e-learning, c'est-à-dire devant un écran, hein, que c'est un type de formation que vous avez bien développé depuis quelques années, Oui. Jean-Marc, hein, ce e-learning. Alors la formation en 100% e-learning va devenir de plus en plus rare maintenant. Alors, Dites-nous. Alors, pour faire simple, la formation 100% e-learning, elle va sûrement, en tous les cas, en ce qui nous concerne nous, perdurer dans tout ce qui est la formation continue. Oui. C'est-à-dire le diagnostiqueur immobilier, comme on va le voir sûrement plus loin, est tenu à l'issue de sa certification de pouvoir justifier auprès de son organisme de certification qu'il est bien à jour de tout un tas de choses et entre autres de l'évolution réglementaire. Et ça, il doit le valider par l'intermédiaire de formation continue. Donc la formation continue, aujourd'hui, le législateur, lui, ne met pas du tout un frein à l'apprentissage en 100% distanciel. L'apprentissage e-learning est totalement conforme à la réglementation. On forme des professions bien plus compliquées, bien plus délicates que la nôtre et qui sont formées comme ça, hein. Donc, voilà, il faut aussi ramener les choses à leur place. Donc, au niveau de la formation continue, aucun souci. Au niveau de la formation présentielle, au niveau de la formation initiale, donc c'est ce qui concerne sans doute plutôt les gens qui nous écoutent aujourd'hui, au niveau de la formation initiale, le législateur, à juste titre d'ailleurs, a décidé, pour l'instant dans le DPE, peut-être qu'à terme ça sera dans d'autres domaines, je ne sais pas, en tous les cas de rajouter de la formation dite présentielle, mais avec quand même un peu de terrain, enfin immersion pratique, on va dire. On va pas enlever le mot terrain. Immersion et de l'immersion pratique. Donc voilà, nous chez Irius, en tous les cas, notre modèle pédagogique a fort évolué depuis le début, puisqu'en 2015, on faisait vraiment que du 100% distanciel. Aujourd'hui, notre système d'apprentissage a fortement évolué, puisqu'aujourd'hui, on mixte les deux. Alors, on mixte pas du présentiel avec du e-learning, on mixe du e-learning avec de l'immersion pratique. C'est-à-dire, quand les gens viennent chez nous, ils ne viennent pas s'asseoir dans une salle devant un vidéoprojecteur. Ça ne change pas grand-chose pour moi, hein. Dans l'apprentissage, ça ne change pas grand-chose. Ils viennent vraiment pour faire de l'immersion pratique sur une plateforme technique, sur un logement qui est dédié, un logement école, etc., etc. Donc et je pense que ça, voilà, c'est un peu ce qui est marqué sur le slide, hein. Existe la formation 100% présentielle, pas de souci, on se déplace 3 mois dans un centre de formation, c'est totalement conforme à la réglementation actuelle. On peut faire du mix, e-learning présentiel, on peut faire du 100% e-learning. Voilà. Je pense que la meilleure formule, la théorie, elle peut se faire en présentiel ou en distanciel, peu importe. Mais après, il faut vraiment que ça soit couplé avec une immersion pratique pour qu'on ne lâche pas les gens dans la nature où ils ont. Voilà. Mais aujourd'hui, réglementairement parlant, à part le DPE, à partir de juillet 24, pour le reste, tout peut se délivrer Pour l'instant, oui. à discrétion du centre de formation. Mm. Le centre de formation est certifié pour délivrer ces formations-là.
c'est lui qui fait son modèle, c'est lui qui délivre le modèle pédagogique en fonction de ses objectifs et de ses envies. Voilà. Mais il va devoir s'adapter à partir de juillet pour le DPE à ce côté avec un petit peu de présentiel. Voilà. Et pour l'audit énergétique également, sans doute. Ouais. Allez, passons à la certification, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de la certification. Alors, c'est une obligation qui est issue de cette ordonnance de 2007-2005 dont je parlais au tout début, qui donc oblige tout diagnostiqueur qui veut réaliser les principaux diagnostics dont on a déjà plusieurs fois parlé, amiante, électricité, gaz, thermique, plomb, DPE, d'être certifié, c'est-à-dire donc d'avoir passé des examens et d'avoir réussi ces examens auprès d'un organisme de certification. Ils sont 13 actuellement accrédités par le COFRAC. Voilà, ça c'est une obligation réglementaire pour eux également, pour donc certifier les diagnostiqueurs. Donc vous devez avoir passé des examens dans ces différents domaines que vous aurez choisis, évidemment, ces différents domaines, avec ou sans mention. Donc là aussi, c'est un choix qui a dû être fait sans doute au moment avant les formations, on en a suffisamment parlé. Donc 6 domaines de certification obligatoires, donc vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas certifié. C'est une certification qui a une durée de vie, une validité de 7 ans. Donc, c'est des cycles de 7 ans qui sont renouvelables. Donc, au bout de 7 ans, vous repassez les examens. Enfin, maintenant, les examens sont de plus en plus, sont moins obligatoires pour le DPE. En tout cas, il y a quelques évolutions par rapport à ça. Mais voilà, un examen pratique et des examens théoriques pour donc être certifié. Et au cours de cette certification, au cours de ce cycle de 7 ans, eh bien, vous devez passer un certain nombre d'opérations qu'on appelle de surveillance, des contrôles sur ouvrage régulièrement. Il y en a plusieurs. Il y en aura un peu plus pour le DPE à partir du 1er juillet 2024, qui sont donc des opérations qui permettent, qui sont donc réalisées et organisées par l'organisme de certification et qui leur permettent de bien vérifier que vous êtes toujours en capacité de réaliser les différents diagnostics et vous tenez à jour de la réglementation et que vous pratiquez de façon conforme les différents diagnostics sur lesquels vous êtes certifié. Dans le cadre de cette certification, il y a aussi une obligation de formation continue, Jean-Marc en parlait juste avant. Donc là aussi, vous devez avoir réalisé un certain nombre de journées de formation obligatoires sur les différents domaines sur lesquels vous êtes certifié. C'est notamment donc un jour obligatoire pour le sans mention, surtout sur la plupart des domaines, et puis 2 jours minimum pour les domaines avec mention. Ça, ce sont vraiment les formations continues obligatoires que vous devez réaliser au cours du cycle de 7 ans de votre dispositif de certification. Voilà, on va essayer de rester dans les grandes lignes parce que c'est un dispositif qui est assez complexe. Donc, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers les organismes de certification. Ils sont 13, je disais, j'ai la liste là, justement. Donc, tous sont accrédités par le COFRAC pour vous certifier. Comme le disait Jean-Marc également, ils doivent être absolument indépendants des organismes de formation. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de le choisir en théorie. Donc, vous avez un choix qui est assez important. Et puis que dire de plus pour compléter, Jean-Marc, sur cette obligation de certification? Grosso modo, c'est que à l'issue de la formation, comme vous l'avez dit, le diagnostiqueur va passer donc des examens, et du moment où il a passé ses examens, il est donc certifié sur un cycle de 7 ans. Et du moment où, et quand il rentre dans ce cycle de 7 ans, en fait, la balle passe, la main est passée au certificateur, et c'est le certificateur qui va revenir au fil de l'eau pendant ces 7 ans sur les différents contrôles qui sont amenés à évoluer à partir de juillet prochain pour le DPE, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce cycle de 7 ans, on n'est pas laissé seul dans la nature en tant que diagnostiqueur, mais on est, alors certains diront contrôlé, d'autres diront, on vient voir un peu comment on travaille. Ça a aussi un sens pédagogique quand même malgré tout. L'objectif n'est pas pour le certificateur, n'est pas de sanctionner le diagnostiqueur, de lui enlever sa certification, de l'empêcher de travailler. Tout ça, ça relève du fantasme. Le diagnostiqueur, il est avec un centre de certification. Le centre de certification doit valider que la personne travaille bien dans les règles de l'art.
mais en même temps, ils ont quand même un rôle qui est pédagogique par rapport à tout ça. Et les centres de formation sont aussi en parallèle à l'écoute de ces certifiés, puisqu'il y a de la formation continue qui va être obligatoire également. Voilà, c'est s'assurer que les gens, au-delà de leur examen, ont bien une bonne maîtrise du métier, exercent bien le métier. Fanny en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'exerce pas, ben forcément qu'on ne pourra pas justifier de rapport, on ne pourra pas justifier de certaines missions. Et là, le certificateur est à même de suspendre, ce qu'on appelle suspendre la certification, qu'on n'exerce pas dans un domaine donné. Je vais donner un exemple simple. On se fait certifier dans les 6 domaines, et après on va s'installer à Strasbourg. On ne fera jamais de termite, puisque le termite, c'est lié à un arrêté préfectoral, etc. etc. Ben, si on ne fait jamais de termite parce qu'on est installé sur la région de Strasbourg, on ne pourra jamais justifier de compétences là-dedans, de pratique dans ce domaine-là. Donc, on ne justifiera pas de rapport et le certificateur dira ben, je vous suspends votre certification thermique. Dans les faits, ça n'a pas grande importance puisque de toute façon, vous n'en faisiez pas. Donc voilà. Mais voilà, l'objectif de ce cycle de 7 ans est celui-ci que tous les intervenants, certificateurs et centres de formation, doivent s'assurer par le biais de la législation que le diagnostiqueur respecte bien toutes ses obligations et ses connaissances, et entre autres toute cette mise à jour réglementaire. Mais par l'intermédiaire de Diagactu, vous aurez toutes les mises à jour réglementaires de toute façon. Donc voilà, en étant abonné, etc., etc. Mais c'est important, c'est cet ensemble de choses qu'il faut. Le diagnostiqueur n'est pas laissé tout seul dans la nature pendant le reste de son existence parce qu'il a passé 6 examens et puis après il exerce toute sa vie. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un contrôle permanent, contrôle, mais bon, c'est pas contrôle au sens trop arbitraire de la chose. Hein. C'est quand même plutôt, à mes yeux, quelque chose de pédagogique pour que les gens restent sur un niveau de compétence pendant la totalité de leur activité. Voilà, donc la grande majorité des diagnostiqueurs sont certifiés pour l'ensemble des domaines Oui. très souvent, parce que c'est évidemment une obligation si on veut vraiment réaliser les DDT, ces diagnostics avant-vente et avant-location. Qui sont demandés évidemment lors des ventes et des locations. Je disais, voilà, les 13 organismes certificateurs. Donc, vous avez cette liste que vous pouvez retrouver sur le site du COFRAC, hein, voilà, qui est un organisme public qui dépend du ministère. Donc, voilà, les 13 organismes de certification auxquels vous pouvez faire appel pour donc vous renseigner, au moins avoir des devis, si vous souhaitez donc là aussi être certifié après votre formation, qui est une obligation. Irilus Formation, voilà, si vous souhaitez avoir des... ne nous quittez pas, hein, Jean-Marc, hein, mais voilà, on a encore besoin de vous après, mais voilà, si vous souhaitez là aussi échanger après ce webinaire avec Jean-Marc et avec ses collaborateurs, Irilus Formation, vous avez les coordonnées. À Saint-Étienne, basé à Saint-Étienne, l'adresse mail, le téléphone et puis le site d'Irilus Formation, irilusformation.fr. Voilà. Le marché de l'emploi, Fanny. Euh, alors, le marché de l'emploi, donc on va essayer de vous expliquer un peu ce marché qui est un peu particulier, hein, qui est très spécifique au diagnostic immobilier. Et puis, on va vous donner quelques conseils. Fanny, en tout cas, va vous donner quelques conseils pour rechercher et trouver un emploi. Alors, le portrait robot du diagnostiqueur salarié, il n'évolue pas énormément depuis quelques temps déjà. Alors, c'est un homme, hein, c'est un métier, on ne l'a pas dit, mais c'est un métier quand même essentiellement masculin encore. C'est comme ça, 90% à peu Deux. près. C'est pas 82% d'hommes? Ah, moi j'ai 90%, mais peut-être que Ça, c'est le l'évolution est bâtiment, je dans un crois. Mais sens bon, c'est on a favorable. Voilà, on a une majorité d'hommes. Oui, c'est sûr. ça, il y a voilà, une majorité d'hommes, ça nous sommes d'accord. 44 ans de moyenne d'âge, voilà, la plupart sont issus de reconversions professionnelles. Ça, c'est une spécificité aussi de notre métier depuis très longtemps maintenant. L'emploi, donc, eh bien, c'est en CDI. Hein, la plupart sont recrutés en CDI. Ça, vous allez pouvoir me confirmer, je pense, Fanny. Le salaire net, on va y revenir hein, dans le détail, mais le salaire net moyen, mais alors c'est une moyenne qui ne veut pas dire Oui. grand-chose, c'est 2 000 euros par mois. On va revenir un peu dans le détail sur ces niveaux de salaire, c'est important. Le diagnostiqueur salarié a 4 ans d'ancienneté en moyenne dans son entreprise actuelle. Donc,
voilà, il y a un turnover quand même relativement important. C'est un marché qui est assez dynamique, hein, ce marché de l'emploi. Les compétences Bac+2, hein, parce que la réglementation l'exige, et puis c'est maintenant un niveau qui est bien admis maintenant dans les recrutements. Euh, le diagnostiqueur salarié a suivi une formation, comme on l'a évoqué avec Jean-Marc notamment, hein, ces formations longues dispensées par cette trentaine d'organismes de formation certifiés pour former les diagnostiqueurs. On n'a pas parlé de la formation en alternance, hein, qui est aussi un sujet. Voilà. Il y a aussi des organismes de formation qui proposent des formations en alternance, ce qui se développe pas mal dans notre métier. Vous allez peut-être nous en dire un mot, d'ailleurs, peut-être Fanny. Et puis, les premières certifications obtenues ont été en 2014. Donc, voilà, pour ceux qui sont actuellement en poste dans les différents entreprises de diag. Et je disais, le diagnostiqueur salarié, celui qui recherche un emploi, généralement, c'est un conseil que vous pouvez, je pense, donner aux personnes qui souhaitent se faire recruter, sont certifiées dans les principaux domaines de certification. On les a vus juste à l'instant. Un mot sur ce portrait robot, peut-être Fanny, globalement. Alors, oui, donc si on revient juste sur le profil, c'est un homme qui a à peu près, enfin, qui a en moyenne 44 ans. Mm. Peut-être que majoritairement, en tant que femme, je vais donner deux petits mots là-dessus, même s'il n'y a que des hommes aujourd'hui qui nous écoutent et qui sont connectés à ce moment-là. C'était peut-être un milieu d'hommes, mais les femmes ont tout à fait leur place dans ce métier-là, puisque ce n'est pas un métier difficile physiquement. Si ce n'est qu'il faut monter à une échelle dans les choses les plus difficiles, mais il n'y a pas de poids à porter en tout cas. Et puis c'est un métier où, on l'a dit tout à l'heure, minutieux, où il faut de la curiosité et du sens du détail. Et pardon messieurs, mais c'est vrai que c'est une caractéristique qui est très développée chez les femmes. Donc les femmes ont tout à fait leur place et sont très appréciées dans le métier, enfin dans le salariat, en tout Frédéric cas nous dit que les femmes chez les sont emplois. plus curieuses. Il n'a pas tort, effectivement. Il y a une Oui, rigueur, peut-être une curiosité, peut-être, voilà. oui, voilà. Bon, après, on rentrera pas dans le détail dans le match de l'homme et de la femme, Non, savoir si non. la curiosité est malsaine ou pas, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un métier de reconversion, puisque la plupart des gens sont issus d'une reconversion, même si en effet l'alternance aujourd'hui a une place assez importante dans le métier, puisque de plus en plus de jeunes adhèrent au métier via cette voie-là, qui permet en une année ou voire deux de se former et d'acquérir les certifications au fur et à mesure, tout en étant accompagné sur le terrain par un employeur via l'alternance avec les aides de l'État aujourd'hui, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que même l'alternance est ouverte à des personnes qui ont plus de 26 ans, avec avec forcément des respects de salaire qui sont un peu plus importants, mais ça peut valoir le coup également, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier de responsabilité et ça peut faire peur à certains employeurs justement d'embaucher des personnes qui ont à peine la vingtaine, puisque des fois, certains n'ont pas forcément la réalité vis-à-vis de ces responsabilités-là, mais ça dépend toujours d'une histoire de choix et de sélection de personnes au démarrage. Donc, en effet, la majorité des gens sont embauchés en CDI. Pourquoi? Toujours une question de responsabilité. Et puis, c'est un métier tendu. Donc, qui dit métier tendu, forcément, on offre souvent, dans le 95% des cas, un CDI avec une période d'essai de 2 mois qui, généralement, est renouvelée sur 4, puisque la formation, on embauche en majorité des personnes qui sortent de formation et qui ont besoin d'être formées sur le terrain. Donc, on prolonge la majorité des cas la période d'essai de 2 à 4 mois pour permettre d'avoir une formation beaucoup plus détaillée et mieux adaptée aux salariés. Le salaire, on y viendra après. Et je pense avoir tout dit par rapport à Hmm. ça. Et c'est vrai que le portrait robot du diagnostiqueur, là, je commence un peu à diminuer grâce à l'alternance, en fait. Puisqu'il y a quelques temps, on était entre 45 et 50 ans. Donc, petit à petit, on diminue l'âge. Exactement. Et puis, on essaye, hein, nos fédérations professionnelles essayent de mettre en place, de faire mettre en place des formations post-bac, hein, comme un BTS. Il n'y a pas de BTS, hein, pour devenir diagnostiqueur, mais Non. serait tout à fait, pourtant, tout à fait pertinent, bien sûr. Et c'est vrai que vu que, enfin, on voit que c'est un métier de reconversion, pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des personnes, le commun des mortels, dirons-nous, connaissent un diagnostiqueur que lorsqu'ils achètent, vendent ou louent un bien. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils connaissent le métier et commencent à s'y intéresser.
Aujourd'hui, heureusement, les médias font qu'on parle beaucoup de la profession, en bien, en mal, qu'importe. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du métier. Ça intéresse de plus en plus des gens qui aiment le côté contrôle de cette profession. Mais voilà, le métier n'est pas encore suffisamment connu. Et donc, les jeunes qui n'achètent pas, ne louent pas, enfin, n'ont pas de biens à louer, ne connaissent pas forcément ce métier. Donc, c'est difficile de faire venir une population plus jeune dans ce métier-là, même si ça touche potentiellement l'environnement, le respect des normes et surtout un bien-être au travail qui est assez bien développé dans les entreprises aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, dites-nous un peu quels sont les profils qui sont recrutés, des personnes de tous âges, hein, justement, et puis Oui, niveau de formation, comment. Voilà. alors c'est vrai que c'est un métier, vu que, enfin, on le voit sur l'âge moyen, certains rentrent dans le métier ont plus de la cinquantaine. Justement, c'est leur dernier métier. Ils estiment que ça va être leur dernier métier avant la prise de leur, enfin, avant la retraite. Et ces profils-là sont plutôt appréciés pour certains employeurs, puisque ce sont des personnes qui ne vont pas bouger, qui ont pour peu de, enfin, vont rester vraiment dans l'entreprise jusqu'à la prise de la retraite, donc sont très intéressés et intéressants, pardon, et en plus ont vécu une vie professionnelle avant, très Mm. technique et apportent des choses qui sont intéressantes pour l'entreprise. Mais il y a aussi des plus jeunes, la trentaine, quarantaine, même, voire même vingtaine. Donc vraiment, tous les profils sont recrutés aujourd'hui. On rencontre quand même plus de personnes qui sortent de formation qui vont être embauchées parce que les personnes certifiées, formées et surtout expérimentées sur le terrain sont un peu plus rares à trouver en tant que salariés. Généralement, les personnes qui cherchent à changer d'entreprise vont soit se monter à leur compte, soit vont tendre vers un métier où l'évolution va être transverse vers d'autres typologies de missions telles que ben, la vente travaux, la vente démolition ou même des choses plus techniques telles que l'audit énergétique ou tout ce qui est mission liée à la copropriété. C'est vrai que on a plusieurs possibilités de recrutement. Donc, soit l'entreprise va recruter directement via des job boards, enfin des métiers d'emploi tels que Pôle emploi, Indeed et tout ça. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui recherchent, mais qui n'en parlent pas forcément, enfin qui ne le crient pas sur tous les toits, on va dire ça comme ça, via les demandes basiques. C'est-à-dire que le marché de l'emploi dans le diagnostic est caché. Si demain vous cherchez un emploi dans le diagnostic immobilier, en gros, il va falloir faire un travail un peu de commercial et d'aller chercher les typologies d'entreprises qui sont peut-être pas des gros bureaux de contrôle tels que AC Environnement, DX, Cali Consult, Bureau Veritas, enfin bref, il y a plusieurs gros bureaux de contrôle qui recrutent sans cesse et eux, on les voit sur les pôles emploi, les choses comme ça. Par contre, les plus petits bureaux, les petites PME, ceux qui ont quelques salariés, voire les indépendants qui veulent recruter, il va falloir aller les chercher directement en les appelant, en allant les rencontrer sur le terrain pour essayer d'attirer leur curiosité et de proposer votre candidature. Voilà. Et après, bon, il y a aussi quelques cabinets de recrutement tels que le mien qui Voilà. travaillons avec des entreprises et qui recrutons au quotidien pour ces entreprises-là. Voilà, exactement. Et puis les organismes de formation comme Irilus aussi peuvent être aussi Oui, mettre en relation tout voilà, à fait avec avec des entreprises. les entreprises. Diagactu peut aussi vous permettre de diffuser des offres d'emploi hein, sur le Tout site à fait. Diagactu qui Oui, c'est fonctionne un bien. job board justement aussi qui fonctionne très bien. Voilà, très spécialisé. Merci, merci Fanny. Voilà, pour l'essentiel, vous avez à peu près tout dit hein, sur les modalités de recrutement, ces profils d'entreprises employeuses. Le salaire, les salaires, alors évidemment c'est un peu complexe hein, puisque il y a différents statuts de diagnostiqueurs, de techniciens. On parle de techniciens, hein, ceux vraiment qui exercent sur le terrain ces différents diagnostics immobiliers. On parle pas, on peut aussi parler évidemment des secrétaires, des assistants, Oui, etc. hein, qui là aussi évidemment sont amenés à participer à l'activité d'une entreprise de diagnostic immobilier. Mais sur les techniciens, le salaire moyen d'un technicien, alors non formé, non certifié, on part de la base, le SMIC à peu près, on est d'accord, Fanny? oui, alors Et là, pour l'entreprise qui ça, reste sur voilà, le. Hmm, c'est rare. hmm. Aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est quand même assez rare qu'une Oui, entreprise aille chercher des personnes qui sont c'est non très formées, théorique, non hein, effectivement. certifiées. Hmm. Alors, si je devais donner mon avis, chose que je vais faire là tout de suite, On vous le demande. je conseillerais justement aux entreprises des fois de se tourner justement vers des personnes qui sont non formées, non certifiées et les faire eux-mêmes monter en compétences
parce que c'est prouvé que ces personnes-là auront plus de reconnaissance et auront une meilleure intégration dans l'entreprise et resteront plus longtemps dans l'entreprise puisqu'elles s'engageront avec le développement de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'au démarrage, le salaire va être plus bas puisqu'on commencera au SMIC, puisque généralement, ou garderont leur chômage le temps de la formation selon les volets de financement de formation. Après, pour tout ce qui est salaire du technicien qui va être certifié mais débutant, c'est une moyenne. Il va commencer à peu près à 1 700 euros net. Je dis une moyenne, puisque selon les entreprises, généralement, on va démarrer à 2 000 euros bruts vraiment au démarrage, entre 2 000 et 2 300 euros bruts, donc ce qui correspond à entre presque 1 600 et 1 800 euros net. Ça va dépendre concrètement de votre ancienne vie professionnelle, donc si vous avez un métier technique ou pas, ou tout simplement ce que l'entreprise, et du moins les salaires qui se font sur le secteur. Soyons honnêtes, sur un secteur parisien, les salaires vont plus tendre vers le 2 000 euros brut que vers le 2 300 euros brut parce que c'est une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup de techniciens certifiés débutants qui sont sur le marché par rapport à, par exemple, un Orléans, Tours ou même un Limoges, où vous allez trouver moins de personnes certifiées juniors. Et ensuite, une fois que vous êtes certifié, vous pouvez prétendre à un salaire plus important. Alors, vous avez généralement, les entreprises mettent un salaire fixe et auquel se rajoutent de temps en temps des primes par rapport au chiffre d'affaires réalisé, que ce soit personnel ou de l'entreprise. Donc, ce qui va faire varier le salaire entre 2 000 euros et 2 500 euros, on parle en net ici, pour quelqu'un d'expérimenté. Ensuite, ça va aussi dépendre de l'entreprise et des missions de l'entreprise. Si vous travaillez dans une entreprise qui va faire forcément du tout venant du réglementaire, c'est-à-dire de l'avant-location ou de la transaction, forcément, la rentabilité pour l'entreprise, puisque les tarifs sont plus tirés vers le bas, elle est moins forte. Donc, l'employeur ne pourra pas vous donner des salaires exorbitants. Cependant, vous travaillez pour une entreprise qui va faire des missions à valeur ajoutée, telles que l'avant-travaux, avant-démolition, la copropriété, où vous avez des missions un peu plus spécifiques. La rentabilité est plus forte, ce qui fait que vous rapportez plus à l'entreprise et l'entreprise peut mieux vous rétribuer tout ça à un salaire plus important. Voilà, ça va vraiment dépendre du maillage de l'entreprise et il va falloir un peu plus s'intéresser justement à ce que propose l'entreprise en termes de mission pour ne pas être trop gourmand lors de votre recherche d'emploi. Merci Fanny. Globalement, des salaires quand même de bon niveau, hein, si on les compare à d'autres secteurs quand même Oui, pour des complètement. personnes Par qui, rapport au voilà, secteur qui sont de la diplômées. restauration ou de la vente, des choses comme ça, c'est sûr que les salaires sont plus intéressants. Et les conditions de travail le sont aussi, puisque, on ne l'a pas dit, vous avez un salaire, mais vous avez aussi une voiture généralement de service. Vous n'utilisez plus votre voiture personnelle, puisque vous partez avec la voiture de service de chez vous et vous rentrez chez vous avec. Certains proposent la voiture de fonction, donc ça, c'est autre chose. Et surtout, vous organisez vous-même votre travail. Même si les plannings sont faits en amont par quelqu'un, que ce soit administratif, gérant d'entreprise ou autre, sur le terrain, c'est vous qui vous organisez comme vous voulez pour faire les rapports. Et généralement, les rapports, vous pouvez les faire chez vous en télétravail. Vous n'êtes pas obligé de rentrer au bureau, mais ça va dépendre forcément de l'entreprise. Voilà, des conditions de travail donc plutôt bonnes également, Oui. vous le disiez. Voilà, on a à peu près tout dit hein, sur ce marché de l'emploi. Je vois qu'on déborde beaucoup au niveau du temps. Je sais que Fanny, vous avez pris un petit peu de temps pour être avec nous encore. Jean-Marc, vous êtes aussi un petit peu avec nous. Là, on va Il n'y a pouvoir continuer pas parce aucun qu'on a, souci. on a besoin aussi de vos conseils parce qu'on ne l'a pas encore abordé. C'est une partie importante, la création de l'entreprise de diagnostic immobilier pour ceux qui veulent se mettre à leur compte. On va essayer de faire rapidement quand même. Hein. Voilà, les coordonnées de Fanny Morata, Diafim RH, le seul, à ma connaissance, cabinet de recrutement spécialisé dans le diagnostic immobilier, en tout cas le plus étendu dans notre profession. Donc, n'hésitez pas à contacter Fanny Morata si vous cherchez un emploi ou si vous Vous avez des questions. si vous avez des questions ou si vous souhaitez recruter également si vous êtes en activité en tant que diagnostiqueur. Travailler, voilà, se mettre à son compte, s'installer à son compte. Rapidement, je vais essayer de ne pas trop m'étendre. On a dit déjà beaucoup de choses. Le portrait robot du chef d'entreprise de diagnostic immobilier, donc celui qui est à son compte, qui est installé. C'est toujours un homme, en grande majorité, Fanny. Il est un peu Oui. plus vieux, 50 ans. Hein, donc, effectivement, beaucoup de départs à la retraite, je disais, là, ces années actuelles, en ce moment. Issu aussi d'une reconversion professionnelle. C'est à peu près les mêmes, voilà,
les mêmes critères, les mêmes voilà, statuts donc, que les salariés. Il possède aussi l'ensemble des certifications, évidemment, ça c'est un point important. Il a créé son entreprise en 2012 en moyenne. Voilà, la plupart sont indépendantes, il y a aussi des franchises, on va en parler. L'entreprise moyenne, c'est une entreprise qui est dirigée par un diagnostiqueur avec 2 salariés, dont un technicien certifié. Alors, c'est une moyenne également. Il y a beaucoup de petites entreprises aussi dans notre secteur où le diagnostiqueur est seul, hein, donc il travaille vraiment tout seul à son compte. Il n'a pas forcément recruté. C'est aussi le cas de beaucoup d'entreprises, ça aussi. Et puis, vous avez des très grosses entreprises, des bureaux de contrôle avec une multitude de salariés. Donc, c'est très vaste, hein, comme panorama d'entreprise dans notre métier de diagnostiqueur. Le chiffre d'affaires moyen, c'est 245 000 euros. Alors, vous ne ferez pas 245 000 euros tout de suite, hein, pour ceux d'entre vous qui vous installez, surtout si vous êtes seul. Évidemment, il faut un certain temps pour mettre en place un réseau, etc., etc. Vous apercevrez quand même assez rapidement qu'on ne vous a pas attendu et que les agents immobiliers travaillent déjà avec Diagnostiqueur. Donc, il faut là aussi faire un vrai travail. On va y revenir rapidement, de commercial, hein. Comme Fanny disait, c'est important aussi, cet aspect commercial, de savoir se vendre, de vendre son activité auprès de ses clients, mais auprès de ses partenaires professionnels dans son marché local. 50% du chiffre d'affaires provient des professionnels de la transaction immobilière. C'est évidemment une prestation, une activité importante, toujours ça. Donc, la transaction immobilière, vente, location, hein. Transaction, c'est la vente et la location. Et puis, le 75% du chiffre d'affaires repose sur les missions de DDFT, vente et location. Donc, c'est l'essentiel, toujours et encore, de l'activité et donc du chiffre d'affaires d'une entreprise de diagnostic immobilier, ces fameux diagnostics obligatoires lors de la vente et de la location des biens immobiliers. Quand on crée une entreprise, on fait une étude de marché. Ça, c'est une nécessité. Voilà, une étude de marché sur votre marché local. Il faut aller s'intéresser évidemment à ce marché de la transaction immobilière, vente-location, aller voir les agences immobilières, comment ça se passe sur votre marché, avec qui elles travaillent, connaître évidemment le nombre de concurrents, entre guillemets, hein, de confrères sur le marché, le nombre de transactions immobilières, voilà, faire un centre de ratio, vraiment vous intéresser à la ce marché. typologie des bâtiments aussi. Aussi, bien sûr, voilà, l'habitat, hein, qui vous permet de choisir les prestations que vous allez pouvoir mettre en place, choisir si vous voulez vous certifier ou pas sur certains domaines aussi, d'ailleurs. C'est un point important, notamment sur l'audit énergétique et puis sur les termites, comme le disait Jean-Marc, hein, puisque ce sont donc des zones, hein, qui sont délimitées réglementairement. Le choix de la structure juridique, on ne va pas s'y étendre, mais évidemment, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un juriste, hein, sur ces choix de structure juridique, SARL, URL, SAS, etc., etc. Et puis, on peut le dire, évidemment, il y a beaucoup d'aides, comme pour toute création d'entreprise. Là, il faut se renseigner auprès de Pôle emploi, auprès de plein d'instituts privés et publics qui permettent de vous aider, de vous accompagner, aussi bien financièrement qu'en termes d'accompagnement, justement, pour la création de votre entreprise, hein. Ça aussi, à se renseigner, c'est important, ces différents dispositifs d'aide et d'accompagnement. Alors, on peut créer son entreprise et on peut aussi reprendre une entreprise, hein. Je disais, beaucoup d'entreprises qui sont à céder parce que les diagnostiqueurs prennent leur retraite ou quittent le métier pour d'autres secteurs aussi, d'autres projets. Donc, vous avez la possibilité de la créer et de partir de zéro, mais vous pouvez aussi donc reprendre une entreprise qui est en vente. N'hésitez pas à revenir vers nous chez Diagactu. On a un portefeuille important régulièrement d'entreprises qui sont à vendre et qui peut vous permettre de démarrer plus rapidement. Alors évidemment, il y a le coût évidemment d'achat de l'entreprise, mais qui n'est pas non plus voilà, c'est pas des coûts très très importants, hein. Il faut reprendre une entreprise peut-être avec 1 ou 2 salariés, ce qui vous permet donc d'avoir une continuité de l'activité immédiate. Et puis en reprenant une entreprise, le gros avantage pour vous qui débutez dans ce métier-là, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une période d'accompagnement, hein. C'est la plupart du
temps le cas avec le vendeur de l'entreprise, la personne qui quitte donc le métier, qui va vous accompagner pour passer un peu la main, passer le relais pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, très souvent, et donc qui vous permet donc de vous présenter ses partenaires, ses clients, et puis vous initier aussi à la pratique de l'activité au sein de l'entreprise pour pouvoir donc ensuite continuer l'activité sans lui. C'est un atout intéressant, cette reprise d'entreprise. Donc pensez-y, réfléchissez-y. C'est une alternative à la création pure de l'entreprise. Je passe rapidement également. Vous pouvez également créer ou reprendre une entreprise indépendante, donc voilà, tout simple, tout simplement, et puis ou en franchise. Il y a plusieurs réseaux de franchise que vous connaissez peut-être. Les plus connus sont Diagamter, Agenda, Exim, Defim, quelques autres, BC2E, j'en passe. Style expertise, il y en a plein. Ouais. Voilà, donc ce sont des réseaux comme on connaît les réseaux de franchise dans l'immobilier avec Foncia, etc. Et bien d'autres. Donc il y a à peu près une quinzaine de réseaux de franchise à peu près dans notre métier. Donc c'est aussi une alternative à la création seule, on va dire, de l'entreprise. Ces réseaux vous permettent évidemment de vous accompagner dans la création de l'entreprise et vous apportent surtout les outils commerciaux, notamment pour vous aider dans le développement de votre activité. Généralement, une entreprise en franchise se développe plus rapidement parce qu'elle est mieux accompagnée du début jusqu'à la fin, depuis la formation d'ailleurs jusqu'à la certification, jusqu'à ces outils de développement marketing, commerciaux, etc. Donc là aussi, c'est une alternative intéressante. Donc vous renseignez également auprès de ces réseaux de franchise qui peuvent vous aider donc à créer votre activité. N'hésitez pas, Jean-Marc ou Fanny, là aussi à commenter ce que je dis sur ces différents éléments de création d'entreprise. Le matériel. Pour devenir et pour exercer ce métier, il y a un matériel. Alors, c'est un matériel divers pour les différents diagnostics, pour le diagnostic électricité, le gaz, hein, voilà, du matériel de contrôle, de mesure hein, qui sont listés par les normes, donc qui sont obligatoires. Et puis, il y a ce fameux analyseur plomb pour ceux qui veulent réaliser le diagnostic plomb, hein, ce fameux CREP qui est un matériel très cher, qui est un outil doté je veux dire, d'une substance Une source nucléaire. Voilà, merci radioactive. beaucoup, Fanny. Donc, il y a un coût qui coûte 20 ou 30 000 euros. J'ai plus les chiffres en tête en fonction des distributeurs. Donc, c'est un matériel qui mérite évidemment d'être évidemment vous soyez attentif hein, parce que ça pèse dans un budget. Donc vous pouvez éventuellement cet analyseur plomb soit le louer, soit éventuellement d'ailleurs le sous-traiter, enfin dire donc passer des accords avec un diagnostiqueur lorsque vous démarrez votre activité, un diagnostiqueur qui exerce et qui détient cet analyseur plomb. Donc vous pouvez travailler avec lui. Il vous prêtera, voilà, évidemment dans le cadre d'un contrat cet analyseur donc en sous-traitance. Donc vous pouvez quand même réaliser le diagnostic plomb, même si vous n'avez pas acheté, acquis cet analyseur. Vous pouvez le louer également, je le disais, mais c'est un choix évidemment qui est important à faire lors de la création On d'entreprise. est sur, pour l'analyseur plomb, Alain, on est sur un budget mensuel qui tourne aux alentours de 500 euros aujourd'hui avec Fondis. Oui, avec l'assurance, à peu près Oui, 600. oui. Voilà. Avec un Mais matériel qui n'appartient pas au diagnostiqueur, certes, puisqu'on est sur une forme de location, mais quand on sait que l'analyseur, il faut le faire ressourcer régulièrement, etc., Voilà. je pense qu'aujourd'hui, la majorité des diagnostiqueurs qui s'installent, voire même ceux qui sont installés depuis longtemps, aujourd'hui, il y a plus beaucoup de cabinets de diag qui investissent 30 000 euros pour acheter ce type de matériel. Je pense que la majorité sont plutôt sous une forme de mensualité aux alentours de 500 euros, grosso modo, qui correspond qui est relativement vite amorti pour un cabinet de diag. Quand même, malgré tout, la somme peut sembler importante, mais ça crée une autonomie quand même. Hein. C'est quand même quelque chose à bien réfléchir en amont de la création. oui, et en fait, il faut y réfléchir. C'est toujours pareil dans votre prévisionnel et dans votre étude de marché. L'état de l'immobilier et des bâtiments sur votre zone de chalandise va forcément vous aider à prendre cette décision parce que si vous êtes dans une ville qui a été construite et où peu de bâtiments datent d'avant 49,
l'intérêt d'avoir un analyseur plomb ne sera pas là, quoi. Donc forcément, tout ça, c'est l'ensemble des missions, enfin de l'avancement dans la création d'entreprise qui vous feront prendre la bonne décision. Et on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'en formation, vous n'êtes jamais seul. Vous faites de la formation avec d'autres personnes qui sont en formation également. Vous allez créer du vrai lien. Et c'est vrai que des fois, souvent, des partenariats se font entre vous, stagiaires. Et certains décident de se prêter, enfin de se sous-louer la machine ou de faire les missions comme ça, parce qu'ils se connaissent au quotidien. Et vraiment, voilà, c'est à réfléchir des fois ensemble en fonction des gens que vous connaissez lors de la formation. Voilà, exactement. Différentes possibilités donc à réfléchir pour cet analyseur plomb, pour ce diagnostic plomb, et puis l'équipement informatique, hein, évidemment, puisque on ne réalise pas, ou plus en tout cas, de diagnostic immobilier sans un logiciel. Il y a plusieurs logiciels, hein, sur le marché, on ne les a pas listés là, qui vous permettent, donc là aussi, il faut se renseigner, qui vous permettent donc d'éditer les rapports et de réaliser les investigations et de noter les données sur le terrain, notamment sur le DPE, mais sur tous les autres diagnostics également. Ça fait gagner un temps fou. C'est difficile de réaliser ce métier Et maintenant. pour le DPE, sans pour faire une logiciel. petite aparté sur le DPE, pour le Oui, DPE, le logiciel est obligatoire. Il faut que le logiciel soit agréé en plus. Hein. Exactement, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Pour le DPE, effectivement. Et il faut bien vérifier aussi si ce logiciel est agréé par donc les institutions publiques. Voilà. Alors, aussi, bien sûr, ça fait partie de ce qui est quand même indispensable si on veut exercer cette activité, mais comme dans tout secteur, a priori, hein, c'est de détenir et d'avoir un site Internet, hein, c'est-à-dire d'être visible sur Internet, bien sûr, pour vendre des prestations de diagnostic immobilier, notamment auprès des particuliers, des vendeurs, des bailleurs. Donc, il est important, évidemment, d'être visible sur Internet et d'être le plus facilement trouvé sur les moteurs de recherche, hein, sur vos différents secteurs d'exercice. Donc un site Internet, évidemment, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit fiable, il faut que évidemment les textes et l'explication des différents diagnostics soient fiables, qu'il n'y ait pas d'erreur, mais il faut aussi surtout qu'il soit très performant, donc bien référencé sur les différents moteurs de recherche, notamment sur Google. Vous avez plusieurs prestataires, hein, qui vous permettent plus ou moins spécialisés dans ces sites Internet, dans le diagnostic immobilier, qui vous permettent donc de réaliser ces sites Internet. Donc, comme Alpha Concept, on a, nous, un partenariat avec Alpha Concept, qui est une agence web spécialisée dans ces sites Internet destinés aux diagnostiqueurs, à ce marché très spécifique du diagnostic immobilier. Il faut compter à peu près 1300, 1350 euros pour avoir un site Internet de bonne qualité et performant, donc voilà, très visible sur les moteurs de recherche. Il y a d'autres prestataires aussi, Liciel Environnement, Zebra et plein d'autres qui vous permettent aussi, plus ou moins spécialisés, qui vous permettent donc de concevoir un site Internet de bonne qualité. Les réseaux sociaux, c'est indispensable. Enfin, on peut ne pas les utiliser, mais c'est un biais maintenant important, vous le savez tous, hein, de contact et de visibilité sur les réseaux, sur Internet. Donc, LinkedIn, c'est important d'être présent sur LinkedIn, hein, puisque vous avez aussi vos partenaires agents immobiliers, syndics, etc., qui sont présents aussi. Donc, c'est bien qu'ils vous voient. Sur Facebook aussi, là où les particuliers sont très présents aussi. Donc, il est important aussi d'avoir et d'animer des réseaux sur les réseaux sociaux les plus importants, Insta éventuellement aussi. Un mot Tout à éventuellement, fait. oui, voilà. Tout à fait, parce que en fait, c'est pareil. C'est dans votre construction de création d'entreprise, la communication va avoir une importance. Parce que là, en plus de l'état des bâtiments, des confrères qui travaillent autour de vous, votre cible va être aussi à étudier. Et du coup, de construire votre cible, de savoir où elle se trouve pour mieux la percuter et travailler avec elle, c'est là où vous allez voir quels canaux utiliser. Donc, le site web aujourd'hui est indispensable. En effet, Alain l'a très bien dit. Mais les réseaux sociaux, vous allez vous orienter forcément vers votre cible. Donc, si vous avez envie de travailler avec du professionnel, faire vraiment du B2B et aller peut-être vers de la vente travaux, vente démolition, c'est sûr que LinkedIn va avoir vraiment son importance. Mais après, forcément, aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. Donc, forcément, peut-être avoir une communication là-dessus pertinente en apportant du savoir et de la donnée peut être quelque chose à étudier. Mais attention, toute communication sur les réseaux sociaux prend énormément de temps
Et n'oublions pas que si vous vous montez à votre compte, il va falloir en même temps que vous fassiez du commerce, de la production sur le terrain et de la communication et de la gestion d'entreprise. Donc, forcément, il va falloir à un moment donné choisir. Et c'est pour ça que la plupart des diagnostiqueurs ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Voilà, mais il faut l'être pourtant, vous avez parfaitement raison. Oui, voilà, ça c'est l'offre qu'on a développée avec Alpha Conseil, je disais à 1350 euros. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un devis pour réaliser un diagnostic, donc un site internet spécialisé sur ce secteur, c'est sur ce marché. Voilà. Vous en avez déjà parlé, Fanny, hein, c'est important de démarcher, de prospecter, hein, comme je disais. Vous créez votre entreprise, notamment pour ceux qui créent. Ceux qui reprennent, c'est un peu différent. Ils ont déjà un réseau, mais pour ceux qui créent, évidemment, il faut démarcher, il faut aller voir les agences immobilières, les syndics, les notaires, etc. Il faut prospecter, il faut développer des rapports de confiance et montrer qu'on est capable de réaliser des prestations de bonne qualité auprès de ces différents partenaires. Hein. C'est évidemment essentiel. Et puis il y a ce B2B dont parlait Fanny aussi, hein, voilà, les bailleurs sociaux, tous ce différents réseaux d'acteurs, hein, qui sont amenés à vous proposer et à vous donner des missions de diagnostic immobilier. Donc, voilà, il faut y aller. Hein. Quand on crée une entreprise de diagnostic immobilier, on n'attend pas devant son téléphone qui sonne. Il faut aller prospecter. Ça marche pas. Voilà, il faut y aller. Donc ça, c'est un point important qui est qui est pas toujours, voilà, qui est souvent sous-estimé. Hein. Pour ceux qui créent une entreprise, il faut savoir que pendant 1 an, peut-être 2 ans, vous aurez du mal à vivre de votre activité, hein, quand vous démarrez vraiment de zéro. Donc il faut le prévoir aussi dans votre budget, Fanny. Oui, tout à fait. Oui, oui, en fait, c'est clair que si vous vous lancez, le monde ne vous a pas attendu avant de faire du diagnostic, puisque c'est obligatoire depuis de nombreuses années. Donc, en fait, il va falloir forcément intégrer dans votre prévisionnel le fonds de roulement et combien il va falloir, enfin, au bout de combien de temps vous pourrez vous payer. Et forcément, ça implique d'aller sans cesse faire de la prospection. Et aussi, que même une fois que vous aurez des clients et que ça commence à tourner, il faudra toujours garder également un petit temps de prospection nouvelle parce que quand on est seul, parce que généralement on démarre en indépendant, vous ne pourrez pas avoir 50 clients ou du moins 50 donneurs d'ordre tels que des agents immobiliers. Et à cette taille-là, il suffira de perdre un seul agent immobilier pour mettre potentiellement votre activité en danger. Donc c'est pour ça que garder une place pour un peu de commerce, même une fois que l'activité sera lancée, est importante. Voilà, effectivement. Un mot pour terminer, on est quasiment terminé, sur la responsabilité professionnelle, hein, des diagnostiqueurs. C'est un sujet important pour le métier de diagnostiqueur. Là, on parle de l'entreprise, hein, bien sûr. Quand vous créez votre entreprise, évidemment, on l'a dit au tout début, il faut être rassuré, c'est une obligation légale. Pour les différents, évidemment, il faut que l'ensemble des diagnostics et prestations que vous réalisez soient couvertes par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Il y a plusieurs assureurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça sur ce marché. On constate et on déplore une sinistralité relativement importante, qui est pas en baisse, certains disent en hausse, en tout cas qui est stable malheureusement et qui ne baisse pas beaucoup, qui peut-être inquiète certains assureurs. Donc vous pouvez éventuellement être amené à avoir quelques difficultés pour trouver un assureur pour démarrer, mais a priori, pour l'instant, je ne vois pas encore de cas de personnes qui commencent leur activité et qui n'auraient pas trouvé d'assureur. En tout cas, il ne faut pas commencer une activité. En tout cas, si on n'est pas assuré, ça, c'est une évidence. Voilà, donc c'est un point aussi important, cette sinistralité dans ce métier. Et enfin, voilà, Julie, c'est pas Fanny, Julie Faure, qui s'occupe de tout à Diagactu, qui répondra à vos différentes questions sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer là. On en a terminé pour cette présentation de la profession de diagnostiqueur. On a essayé d'être le plus complet possible. Désolé, on a beaucoup débordé, mais j'espère qu'on vous a apporté de l'information. N'hésitez pas à revenir vers Jean-Marc Vernet, Irilus Formation. Vous avez vu ses coordonnées un petit peu avant. Vous pourrez revoir de toute façon ce replay sur YouTube dès cet après-midi, sur la chaîne YouTube de Diagactu. Et puis n'hésitez pas à revenir également vers Fanny Moratal, d'IAFIM RH,
là aussi sur ce marché de l'emploi, si vous recherchez un emploi ou si vous cherchez des informations sur ce marché de l'emploi. Merci à tous les deux, hein, Jean-Marc Vernet, Irelus Formation, Fanny Moratal, Diafim RH. Avec plaisir. Merci N'hésitez également. pas. Merci de cette invitation en tous les cas. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Et puis donc à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.